concept d'archétype, on le trouve dans le platonisme et le néoplatonisme, que je combats. On le trouve dans le platonisme, dans ce que j'appelle moi le deuxième Platon, qui d'ailleurs a été le troisième, mais peu importe. Enfin, juste pour expliquer quand même ce que j'appelle les 4 Platons, parce que pour moi, il y a 4 grandes périodes chez Platon. Une période qui est la période strictement socratique, c'est-à-dire la transmission de l'enseignement de Socrate, disons. Une deuxième période où Platon commence à produire sa propre problématique, mais qui, à mon avis, reste socratique, c'est-à-dire tragique, puisque pour moi, Socrate, c'est un tragique, en fait. Donc c'est un présocratique, Socrate, dans ma définition. Et puis une troisième période où Platon se retourne totalement, prend une position tout à fait différente, et devient le Platon officiel, si je puis dire. Le Platon qu'on enseigne dans les classes terminales en France, le Platon des clichés, le Platon d'Alain Badiou, et le Platon que je n'aime pas. C'est le Platon de la République, pour le dire rapidement. Tout ça mériterait évidemment beaucoup de nuances, mais voilà, pour répondre. Et puis il y a un quatrième Platon qui est plus intéressant, où l'archétype d'ailleurs se transforme, voilà, dans le Timée en particulier. Maintenant, pour moi, la problématique de l'archétype type platonique, hein, c'est une problématique, je dirais, que je combats, voilà, qui est celle de ce qu'on appelle, surtout depuis le XXe siècle, le début de la métaphysique, c'est-à-dire, au sens heideggérien, la perte des vraies questions de la pensée, au sens derridien, l'objet de la déconstruction, c'est-à-dire ce qui engendre un certain nombre de leurres métaphysiques que Derrida, par exemple, s'était employé à critiquer. Et bon, on peut dire que tout ce qu'on appelle la pensée française, Deleuze, Foucault, Lyotard, tous ces gens-là appartiennent à une époque de la philosophie qui essaye de s'émanciper, je crois, de ce modèle platonicien, alors par des voies souvent très, très différentes, parfois même presque opposées, mais en tout cas, c'est toujours ça, je dirais, ce qui met en mouvement ce type de pensée. Après, il y a une autre notion d'archétype, évidemment, qui est beaucoup plus complexe, disons en tout cas très différente, beaucoup plus complexe au sens où pour moi elle m'intéresse beaucoup, c'est celle de Jung, et de Carl Jung, pardon, et qui évidemment réapparaît chez Gilbert Simondon, qui est un penseur qui m'influence beaucoup. Et en particulier dans la théorie de l'image de Simondon, qui passe d'ailleurs par la psychologie, y compris la psychologie animale, la psychologie expérimentale, pas simplement la psychologie des philosophes. L'archétype est présent, soit en tant que tel, parce que via Jung, il y a des références à Jung, soit avec des concepts qui viennent plutôt de la psychologie, de l'éthologie, donc on n'appelle plus ça l'archétype, mais c'est une problématique qui a à voir avec l'archétype. Par exemple, l'image prégnante. Le fait que, qu'est-ce qui fait que toutes sortes d'animaux ont peur des serpents et des araignées. Voilà. Ce sont des prégnances, on appelle ça des prégnances. Bon, Simon parle beaucoup de cela. Et en faisant une espèce de, comment dire, je sais pas comment, de montage, disons, entre des sources qui viennent de la philosophie, y compris Platon, des sources qui viennent de Jung, donc, qui a beaucoup influencé Simondon, et des sources qui viennent de la psychologie que Simondon enseignait, puisqu'en fait, il était d'abord prof de philo, mais ensuite il est devenu professeur de psychologie. Enfin, il enseignait la psychologie d'un point de vue philosophique, disons. L'archétype prend une autre dimension. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse moi personnellement dans ce concept que je n'utilise pas par ailleurs? Je ne l'utilise pas parce qu'il est très très surchargé. Il faut tellement de précautions quand on veut s'en servir que je préfère produire d'autres concepts, si je puis dire. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est ce qui relève de, et c'est ce qu'on trouve aussi d'une certaine manière dans le paradigme platonicien, la problématique du paradigme chez Platon, c'est ce qui relève de la revenance, de ce qui revient sans arrêt, de l'itérabilité, comme disait Derrida, de l'eidos, puisque finalement l'eidos c'est une somme d'archétypes. Pas un archétype à proprement parler, mais
l'eidos au sens de Husserl, par exemple, en phénoménologie. Un husserlien ne dirait pas du tout, c'est pas du tout un archétype, et je comprendrais très bien pourquoi il réagirait comme ça, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, voilà, d'un type, hein, d'une frappe, qui est au-delà des phénomènes ou en deçà des phénomènes, l'eidos ou l'intentionnalité chez Husserl a à voir avec ça. Il n'y a aucun doute. Quant à moi, je me suis beaucoup intéressé à la question de l'eidos, parce que, alors la question de l'eidos telle qu'elle vient d'abord de Socrate, pour moi, un des textes de base de mes propres travaux, enfin, je pense qu'il est à la base de toute démarche philosophique, en fait, c'est le Ménon de Platon. Et dans ce texte-là, la question se pose, donc, si on dit que la vertu, c'est-à-dire l'essence de la vertu, ou l'eidos de la vertu, n'est aucune vertu, la question se pose de savoir où est la vertu. Si elle n'est aucune réalité, voilà. Et si on est comme je le suis, un petit peu matérialiste, si on n'accepte pas de se donner des facilités comme ça, transcendantales, sous prétexte qu'on n'a pas d'autre solution, moi je pense qu'il faut toujours essayer de trouver une solution. C'est ce qui m'a amené à finalement, en passant beaucoup par Husserl, par beaucoup d'autres, par Derrida et par Simondon, etc., à construire une problématique, je dirais, de la production de ce qu'on appellerait des archétypes, oui, mais tels qu'ils sont rendus possibles par ce que j'appelle les rétentions tertiaires, c'est-à-dire par des traces matérielles produites par le processus de dramatisation, qui permettent que, voilà, ce que Gilbert Simondon appelle un fond pré-individuel, un milieu pré-individuel, de génération en génération, se maintiennent et transmettent, comme Freud le dit aussi d'ailleurs dans Moïse et le monothéisme, ou même dans l'introduction à la psychanalyse, voilà, un fond symbolique, on pourrait dire, se transmet, qui fait que oui, on retrouve des symboles chez toutes les civilisations, toutes les cultures, comme on trouve, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du serpent qui fait peur aux singes, etc., dans l'animalité, des archétypes qui sont des archétypes comportementaux, c'est-à-dire tel stimulus, on obtient telle réponse dans tous les cas, voilà, dans presque tous les cas, évidemment pas chez un asticot qui n'est de toute façon pas capable de voir un serpent, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, je ne connais pas, moi, aujourd'hui, l'état de la recherche scientifique sur ces questions-là. Je connais ce que disait Simondon dans les années 60, mais en tout cas, il y a là une base génétique, très vraisemblablement, cette transmission de la frayeur, de la phobie pour un certain nombre de formes, en fait, qui sont des formes de prédateurs ou d'animaux dangereux. Il y a des choses qui sont analogues, mais tout à fait différentes en même temps, chez nous, voilà, qui sont des hantises, qui sont des revenances, qui sont des formes qui ont une puissance, alors qu'on retrouve aussi dans le travail de Didier Berman sur Warburg, puisque Aby Warburg, lui, dans le champ pictural, surtout, est évidemment obsédé par ce qu'on appelle le pathos formel, c'est-à-dire la revenance des formes. Voilà. Mais moi, j'ai essayé de déplacer cette problématique-là, parce qu'elle sonne très platonicien pour moi, vers d'autres problématiques, alors que j'appelle les stéréotypes et les traumatypes, donc qui sont des types aussi, pas des archétypes, et qui constituent une dynamique qui s'inspire à la fois de Nietzsche, de Freud, de la psychanalyse en général, de Simondon, et où j'essaie de montrer qu'en fait, par exemple, le passé dont nous héritons, de Heidegger aussi, le passé dont nous héritons recèle ce que j'appelle des traumatypes, c'est-à-dire des problèmes, des questions qui nous habitent, mais qui sont contenus dans ce que j'appelle les stéréotypes. Contenus voulant dire à la fois à l'intérieur, il y a ça à l'intérieur des stéréotypes, et les stéréotypes les empêchent de s'exprimer. Parce qu'en fait, tout ça a à voir aussi avec l'économie des systèmes symboliques, par exemple, tels que Saussure, les donne à penser, synchronie et diachronie. Donc des problèmes ça relève aussi de problèmes de ce que Simon appelle les questions de métastabilité dans les systèmes dynamiques. Pour moi, un système symbolique, c'est un système dynamique. Et donc, voilà, les traumatypes et les stéréotypes sont deux dimensions des systèmes dynamiques qui sont sans cesse en conflit et en compromis.
pour ça, je suis obligé de parler des rétentions et des protensions. Parce qu'en fait, les archétypes, ce sont aussi ce que j'appelle moi des archiprotensions. Qu'est-ce que c'est qu'une archiprotension? Une protension au sens du sol, d'abord, c'est une anticipation, disons, je dirais, un désir, une volition. Bref, c'est orienté vers l'avenir. Une rétention, ça vient du passé. Et donc, en tout cas, ce que nous sommes appelés la rétention secondaire, donc c'est voilà, orienté vers la mémoire, voilà, et vers le passé, l'expérience passée. Et ce que je crois, c'est que les archétypes, ce sont ce que j'appelle des archiprotensions. Pourquoi archi? C'est parce qu'elles sont les conditions de possibilité de toutes les autres protensions. Et qu'on les reçoit, en fait, en quelque sorte, d'avance. Simonon parle de ce genre de choses dans l'imagination invention, mais il n'en parle pas. Il n'emploie pas du tout ce vocabulaire-là. De toute façon, Simonon n'est pas husserlien, même s'il connaît bien Husserl, évidemment. Et alors, qu'est-ce que ce sont les archiprotensions? Pour moi, ce sont aussi des pulsions de vie et de mort chez Freud. Qui sont d'ailleurs une archiprotension, c'est aussi une archirétention. C'est une archiprotension en tant qu'effet, c'est-à-dire qu'elle me tourne vers l'avenir, mais c'est une archirétention en tant que, par exemple, elle s'appuie sur un matériel génétique. Les pulsions, qui sont un déplacement de ce qu'était l'instinct chez les animaux. Ce qui distingue la pulsion de l'instinct, c'est que l'instinct est automatique et n'est pas amovible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détacher l'instinct de son objet. Un animal qui a un instinct, eh bien, il est aliéné à l'objet de son instinct. C'est-à-dire qu'il ne peut pas déplacer cet instinct sur autre chose. Sauf à avoir une anomalie, véritablement, ça peut arriver, mais c'est tout à fait exceptionnel. Chez l'homme, au contraire, il n'y a pas d'instinct chez l'homme. Il y a des pulsions qui sont des instincts libérés de leurs objets, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer sur d'autres objets. Par exemple, l'exemple dont je parle toujours, parce que c'est de ça aussi que part Freud, c'est le fétichisme. C'est-à-dire que voilà, de l'objet désiré sexuellement, à l'objet désiré sexuellement, je substitue un autre objet, qui est un substitut donc de l'objet, et de là, engager toute une construction d'un monde, en fait. Parce que quand on lit bien Freud, ce que certains n'ont jamais fait, mais quand on lit bien Freud, il y a beaucoup de gens qui citent Freud sans arrêt, mais qui n'ont jamais vraiment bien lu. Mais quand on lit bien Freud, il décrit cette fétichisation généralisée comme la condition de toute symbolisation, d'absolument tout. C'est extrêmement important, ce problème. Là, il y a d'ailleurs quelqu'un qui est très intéressant à lire, c'est Bowlby, qui était un psychiatre, éthologue aussi, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'instinct et d'attachement. Voilà, la théorie de l'attachement, c'est très très intéressant ça. Parce que là, il y a de la prégnance, il y a de l'archétype, etc. Donc il y a des comportements alors d'un point de vue d'éthologie, on va appeler sensorimoteurs, qui sont en fait conditionnés par ce que j'appelle moi des archirétentions et des archiprotensions, et les archirétentions produisant des archiprotensions en regard, en miroir, si vous voulez. Alors, ayant dit cela, je distingue ensuite dans les archirétentions, enfin, dans une couche au-dessus, si je puis dire, des archirétentions et des archiprotensions, ce que j'appelle les proto-rétentions et les proto-protensions. Une proto-rétention, par exemple, pour un Français, c'est le drapeau français. En fait, ça construit un horizon protentionnel de ce que j'appelle des rétentions secondaires collectives, que, en tant que Français, on est constitué, la francité, comme disait Roland Barthes, est constituée par des rétentions secondaires collectives, qui nous constituent comme Français. Voilà. Alors, ça donne des caricatures, la baguette et le béret, voilà, ou des choses comme ça, mais ces caricatures ont toujours un fond de vérité, d'ailleurs, parce qu'elles désignent des processus, voilà, qui sont des espèces d'attracteurs caractéristiques d'un comportement de ce qu'on appelle les Français, sachant qu'il y a toujours évidemment des exceptions, etc. Il y a aussi des proto-protensions. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, le 19e siècle, en Europe, est articulé par une proto-protension, qui est le progrès, le concept de progrès. Une protension que tout le monde partage. Alors, parfois, on la partage négativement, c'est-à-dire qu'on la combat, mais elle est présente et elle constitue l'époque. Voilà. Alors, tout ça, ça renvoie à la théorie des rétentions et des protensions de Husserl, qui est une théorie assez complexe d'ailleurs, qui a évolué dans le temps. Il y a des versions. La première version, c'est 1905, voilà, mais il y en a jusqu'à la fin de la vie de Husserl, en fait. Donc il évolue dans ce point de vue. Ça m'a valu quelques problèmes avec Emmanuel Mounèche, parce que Mounèche, comme vous le savez, a mis la théorie des rétentions et des protentions de Husserl au cœur de sa musique, de son processus compositionnel. Et j'avais eu
l'outrecuidance de toucher à Husserl, mais en même temps, à mon avis, il avait une lecture très spécifique de Husserl. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il connaissait vraiment si bien que ça Husserl, mais il avait une pratique d'un certain Husserl. Husserl a évolué sans arrêt. Quoi qu'il en soit, ce que Husserl a apporté de très très important dans la théorie du temps, puisque là c'est vraiment au cœur de la théorie du temps phénoménologique, c'est que le temps est toujours constitué par un agencement de rétention et de protension, qui produit d'ailleurs, ça c'est moi qui le dis, c'est pas Husserl, de l'attention, et c'est-à-dire la présence, de l'attention au présent. Et ces rétentions et ces protensions, Husserl nous dit qu'il faut en distinguer de deux types, en tout cas pour les rétentions primaires et les rétentions secondaires. Les rétentions primaires appartiennent au présent, en musique c'est très très important. Il parle de la musique d'ailleurs, il parle de la musique, disons c'est un grand mot, mais de la mélodie, disons, pour développer cette théorie. Et il dit que les rétentions secondaires sont d'un autre ordre, elles appartiennent au passé, pas les rétentions primaires. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de cela, mais ça c'est la base, c'est mon point de départ. C'est mon deuxième point de départ, parce que j'ai repensé un petit peu, j'ai rebattu toutes les cartes de mon travail lorsque j'ai étudié cela chez Husserl, tardivement, en fait, à la fin des années 80, j'ai commencé vraiment à étudier ce texte-là, et ça m'a conduit à développer une théorie de ce que j'appelle la rétention tertiaire. La rétention tertiaire étant une rétention, mais qui n'est pas psychique. Elle n'est ni primaire ni secondaire, parce qu'elle n'est pas opérée par le sujet transcendantal, ou l'ego transcendantal, comme disait Husserl. Elle est opérée par la technique, en fait. Par la technique dans un sens très large. Pardon ? Et du coup, elle est collective. Et du coup, elle peut devenir collective. Elle n'est pas forcément, mais elle est promise, si je puis dire, à devenir collective. Et là, je m'inspire évidemment pas mal des travaux de Derrida sur l'écriture, l'éthérabilité, etc. Même si Derrida, ce que je dis n'est pas Derrida, ça n'est pas la théorie de Derrida. C'est lui, Derrida, fusionnait un peu tout ça, rétention primaire, secondaire et tertiaire. Il disait c'est la même chose, c'est la trace. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est très dangereux de dire ça, parce qu'on perd à ce moment-là toute possibilité analytique, véritablement. Si on n'a plus qu'un concept de trace, qu'est-ce qu'on peut décrire? Pas grand-chose. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas se tenir enfermé dans ce que dit Derrida. Par contre, c'est Derrida qui rend pensable ce que j'appelle moi la rétention tertiaire. C'est-à-dire le fait qu'une trace extériorisée joue au même plan, c'est pas la même chose, mais joue au même plan que les rétentions primaires et les rétentions secondaires. Alors, qu'est-ce que produisent les rétentions primaires et les rétentions secondaires dans leurs agencements? Des protensions, c'est-à-dire des évolutions, des projections, du temps. Et alors là, maintenant, pour répondre vraiment à votre question, ce que je crois, c'est que les archétypes, qui sont en fait des trames qui articulent les archirétentions et les archiprotensions avec les proto-rétentions, les proto-protensions et les rétentions et les protensions psychiques, c'est-à-dire individuelles, tout cela est conditionné, l'ensemble est conditionné par les rétentions tertiaires. Par exemple, ce qui fait que l'instinct animal, qui est une forme de protension, et de rétention aussi, peut devenir une pulsion et se déplacer, à la différence de l'instinct, donc se désautomatiser, c'est la technicisation. C'est ce qu'aujourd'hui j'appelle, il n'y a pas très longtemps, ça fait 3 ans que j'emploie au vocabulaire, l'exosomatisation. C'est le fait que mon corps, en fait, se prolonge hors du corps vivant. Par exemple, si je suis musicien, mon corps c'est mon violon. En tant que musicien, je suis bien plus dans mon corps avec mon violon que... Alors c'est mon violon et mes mains, et mon dos, et mes cervicales, etc. Bon. Et mon cerveau, et mes yeux, parce que en tant que violoniste, en général, je lis la musique, pas toujours, mais en général, le violon c'est plutôt pour la musique écrite, etc. etc. Et donc, c'est un agencement, voilà, je reprends un terme de Gilles Deleuze, c'est un agencement de rétention et de protention où le violon, la partition, la radio, s'il y a un enregistrement, etc., tout ça, ce sont des rétentions tertiaires qui jouent un rôle extrêmement important sur mes agencements de rétention primaire et secondaire, mais aussi de mes archi-rétentions et de mes archi-protensions. Et donc, ça reconfigure l'espace archétypal. Ça, c'est ce que ni Jung, ni Simondon, parce que même Simondon ne le voit pas, ni Freud, évidemment, ça c'est très clair, ne parviennent à penser. Par contre, c'est Husserl qui pense ça le premier. Contrairement à ce que disent beaucoup d'Husserliens, dont Nesch, parce que c'est Husserl qui le premier dit, à un moment donné, à la fin de son œuvre, d'ailleurs, 1 an avant sa mort, ou 2 ans avant sa, 1 an et demi avant sa mort, il dit l'écriture est la condition de possibilité du raisonnement apodictique. L'écriture, c'est pas une rétention psychique, ça n'est pas une réalité phénoménologique, c'est une réalité que moi j'appelle organologique. Voilà.
Et c'est d'ailleurs depuis l'IRCAM que j'ai ouvert toutes ces questions, parce que c'est à l'IRCAM que j'ai essayé de repenser l'organologie, alors au sens de Sachs, au sens classique de la musicologie, mais tout à coup en donnant à tout ça une dimension que je prévoyais absolument pas au départ. Et ça m'a conduit, le passage à l'IRCAM, à repenser en fait toutes ces questions à partir de la question de l'organologie en musique, puisque la question de l'organologie en musique, c'est aussi une question de comment on contrôle des rétentions et des protensions. Alors, ce que je crois, moi, c'est que les archétypes, si on reprend cette terminologie, et je la reprends volontiers dans le cadre de nos discussions, même si je ne m'oblige pas dans mon travail, qui sont pour moi toujours, en fait, des activations de stéréotypes et d'automatypes, je reviendrai dans un instant, sans doute. En fait, ces archétypes ne se présentent jamais à l'identique nulle part. Et c'est ça qui est intéressant, parce que si on balance des choses massives comme ça devient une espèce de dogmatique, c'est pas intéressant. Par contre, si on observe les conditions dans lesquelles se produit une grande variabilité et une grande nécessité dans cette variabilité, alors là, ça devient très intéressant. Et en effet, ça nous a conduit à ce que j'appelle des questions d'organologie générale. Je vais peut-être donner une petite précision sur cette expression d'organologie générale. À l'IRCAM, précisément, quand je suis arrivé, j'ai commencé par parler de toutes ces questions. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait un séminaire où j'essayais justement de relire les phénoménologues, pas simplement Husserl, mais surtout Husserl, voilà, pour essayer de remobiliser ces concepts qui étaient assez présents à l'IRCAM en plus, à travers pas mal de musiciens. Par ailleurs, j'ai essayé d'ouvrir, en tout cas, de rouvrir un chantier de l'organologie. Avec Sachs, avec, comment s'appelle-t-il, l'africaniste français, Rouget, enfin, une sorte de gens comme ça qui, Rouget ne parle pas de l'organologie, mais moi je pensais qu'il fallait introduire le corps de Rouget, la transe, autrement dit, dans l'organologie, etc., etc. Ce que j'appelle l'organologie, donc en partant de la question qui m'avait conduit à l'IRCAM, d'ailleurs tout à fait il y a bien longtemps, en 1986, parce que la première fois que j'ai travaillé avec l'IRCAM c'était en 85-86, c'était à l'invitation de Jean-Baptiste Barrière qui à l'époque s'occupait de, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelait, l'atelier de recherche musicale, comme ça. Il m'avait il m'avait proposé de faire un séminaire à l'IRCAM, ce qui a abouti à un colloque important et même à la création d'Inharmonique, parce que le premier numéro d'Inharmonique, c'est le résultat de ces travaux-là. Et donc, ça avait pris une certaine place dans l'IRCAM. Mais moi, j'étais venu travailler là-dessus, à la demande de Barrière, pour deux raisons. Parce que je m'intéressais aux instruments de musique, je m'intéressais à la musique en général, et je m'intéressais aux instruments de musique, par ailleurs, par rapport à mon objet philosophique. Parce que l'instrument de musique, c'est typiquement la technique et le temps. C'est ce qui articule une technicité avec la question du temps, disons. Et l'autre raison, c'est que je m'intéressais aussi au numérique, et que Barrière, évidemment, voulait que je développe des idées dans ce domaine avec l'IRCAM. Donc ça c'est mon point de départ dans la question organologique, si je puis dire. C'est classique, ce sont des questions assez classiques dans le champ musical. Mais très très vite, quand j'étais à l'IRCAM, quand je suis venu à la direction de l'IRCAM, j'ai élargi le concept d'organologie. Enfin, j'ai essayé d'élargir le concept d'organologie. Donc j'ai produit ce que j'ai appelé une organologie élargie, qui a été un petit peu défendu, que j'ai un peu défendu dans un colloque qui s'est tenu avec le CNRS à Cerisy-la-Salle en 2003, je crois, et qui consistait à dire on ne peut pas se contenter, on peut par exemple faire de l'organologie des instruments de musique sans étudier les partitions, les salles de concert, les institutions musicales, les conservatoires et tout ça, c'est pas sérieux. Parce qu'en fait, cette évolution de la trajectoire, puisqu'au départ c'est vraiment ça, l'organologie c'est l'étude de l'évolution des instruments de musique. Il n'y a rien d'autre que ça au départ. On ne peut pas se permettre de neutraliser ou d'ignorer les autres dimensions de la réalité musicale, qui ne sont pas seulement organologiques au sens instrument de musique, mais au sens l'IRCAM, par exemple, c'est une organisation musicale. Et c'est aussi l'organisation d'un pouvoir de Pierre Boulez sur l'avenir de la musique. Et donc derrière ça, il y a aussi une politique, il y a des enjeux esthétiques, de critique, il y a des combats, il y a toute une histoire qui relève même d'une anthropologie, d'une sociologie. Et tout cela, pour éviter justement de se perdre dans des expériences d'anthropologie comme celle qui a été parfois malheureuse à l'IRCAM, ou de sociologie de la musique avec Menger, etc. Bon,
Je pense que justement on a besoin d'unifier un champ, et ça c'est ce que j'appelle l'organologie générale. Donc l'organologie élargie, c'était comment j'intègre le software qui est développé par Xavier Rodet, l'espace de projection, la politique de production, la politique artistique de Boulez ou de Laurent Bell, ou la mienne, moi j'en avais pas, donc c'était réglé. Mais comment j'intègre tout ça dans ce que j'appelle une organologie élargie, ça c'est vraiment au-delà d'instruments de musique, mais on reste dans les objets musicaux, si je puis dire, y compris au sens de Pierre Schaeffer. Mais l'organologie générale, c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est beaucoup plus ambitieux aussi. Aujourd'hui, c'est ce qui organise le travail de tout un ensemble de partenaires qui travaillent avec l'IRI, qui sont un peu dans le monde entier, dans toutes les disciplines, absolument toutes les disciplines, qui vont de la physiologie, parce que l'organologie, c'est d'abord l'étude des organes. Alors là, je prends l'organologie au sens médical, étudier le cerveau, étudier la main, étudier la peau, voilà, les fonctions des organes. Et des organes, pas simplement des corps animaux, mais des corps psychosomatiques, c'est-à-dire des corps noétiques, des corps des êtres humains, du corps qui a une chair au sens de Merleau-Ponty, si vous voulez. Comment tout cela, ces organes, se désorganisent et se réorganisent à travers ce que j'appelle des défonctionnalisations et des refonctionnalisations. C'est Freud qui décrit ça, pour moi, la première fois en 1898, dans une lettre à Fils, 1897, lorsqu'il dit on ne peut pas comprendre la construction de la libido, de ce qu'il appelle à l'époque la libido, si on ne comprend pas l'impact de la conquête de la station debout sur la libération de la main, la défonctionnalisation de l'oral, la fonctionnalisation de l'œil, etc. Et ça, c'est tout à fait génial. Tout à fait génial. Alors moi, j'ai relu tout ça. Il a abandonné après ça. Il avait écrit plein d'hypothèses comme ça dans son échange de courrier avec Fliss. Il n'arrêtait pas de faire des hypothèses, puis il les laissait tomber. Mais moi, j'ai repris celle-là et je l'ai articulée avec le discours de Leroy Gourand, qui lui décrit ce processus, mais aussi avec le discours de Georges Canguilhem, etc. Et maintenant, je le fais avec Nicolas Georgescu-Ragan, qui est un mathématicien et un économiste roumain, qui a développé ce concept d'exosomatisation. Alors, ce que j'essaye de vous dire là en disant cela, c'est que, en fait, ce que j'appelais tout à l'heure les articulations entre rétention primaire, secondaire et tertiaire, elles se concrétisent dans l'histoire de l'humanité, de l'anthropogenèse, qui est d'ailleurs une organogenèse, qui est une organogenèse exosomatique, c'est-à-dire l'homme se caractérise par le fait qu'il produit des organes qui ne sont pas vivants, qui sont des violons, des verres, des tables, des mots, sont des organes aussi. Et cette production d'organes artificiels, elle redistribue complètement les rapports entre les organes vivants. Par exemple, la main se défonctionnalise, elle ne sert plus à la motricité du tout, sauf quand je conduis ma voiture, je tiens le volant avec, mais elle devient fabricatrice, elle devient interprète, elle pense, la main pense. Et les rapports entre la main, les yeux, le cerveau, les oreilles, la colonne vertébrale, tout ça, sont complètement transformés par les instruments de musique, par exemple, qui sont les rétentions tertiaires. Alors moi, je distingue deux types de rétentions tertiaires. Les rétentions tertiaires, tous les objets techniques, qui sont des rétentions tertiaires en règle générale. C'est pour ça que les archéologues peuvent s'en servir pour reconstituer le passé des sociétés, des civilisations. Et ce que j'appelle les rétentions tertiaires hypomnésiques, c'est-à-dire les rétentions tertiaires qui ont pour but de me transmettre des contenus mentaux. Par exemple, les rêves, les hallucinations, les fantasmes des hommes du Paléolithique supérieur que je peux voir dans les grottes peintes de la préhistoire. Et là, c'est de la rétention tertiaire hypomnésique, et ça crée quelque chose de tout à fait... Ça, c'est là que je pense qu'apparaissent les archétypes au sens fort, au sens où vous en parlez. Pourquoi? Parce que là se produit un processus phylogénétique de transmission, que j'appelle plus précisément épiphylogénétique, intergénérationnel, et qui fait que moi, par exemple, un homme du XXIe siècle, je suis toujours hanté par les hommes de la préhistoire. C'est ce que dit Georges Bataille, c'est ce que commence à interroger Georges Bataille dans Lascaux, la naissance de l'art. Et ce que j'essaye de dire, peut-être un peu en distance avec Bataille d'ailleurs, c'est que ça s'est rendu possible par l'exosomatisation, c'est-à-dire par les rétentions tertiaires. À partir de là, ce qui va caractériser les cultures, les civilisations, les sociétés, les époques, les mouvements artistiques aussi, les écoles, les objets que vont tenter de penser les critiques, les historiens, les artistes eux-mêmes, etc., eh bien, c'est ce qui va résulter d'un agencement entre trois grands types d'organes, les organes psychosomatiques, qui ne varient pas,
depuis 300 000 ans, nous avons la même organisation somatique que le néandertalien. Ça n'a pas bougé depuis 300 000 ans. Grosso modo, on est plus grand, bien sûr, plus lourd et tout cela. Mais. Déjà. Pardon? Pas une transformation structurelle. Non, et en plus, Laurent Bourron disait, je pense que Éric Boédard, qui est un spécialiste de l'université de Nanterre de ces questions, dirait encore ça, je crois. Un homme de Néandertal aurait pu engendrer avec une femme d'aujourd'hui. Okay. Donc c'est la même espèce. Alors, il y a une discussion là-dessus. Enfin, peu importe. En tout cas, l'homme moderne contemporain de Néandertal, lui, il engendre avec nous, parce que c'est nous. Et ça n'a plus bougé sur ce plan. L'organologie psychosomatique fonctionnelle de l'homme ne bouge plus depuis 300 000 ans. Par contre, les organes artificiels bougent à toute vitesse. Et chaque jour, il s'en produit des milliers de nouveaux chaque jour. Et les organisations, voilà, parce que l'organisation générale, c'est ce qui essaye de penser ensemble, trois dimensions. Les organes psychosomatiques qui sont la base sans laquelle rien ne peut se passer, ce qu'on appelle le corps vivant et avec une psyché, un passé individuel, etc. Les organes artificiels, qui sont la rue, qui est un organe artificiel aussi bien que le smartphone ou les nanos, je ne sais pas quoi, les implants, tous ces trucs-là qui apparaissent ensemble. Et les organisations pourraient être l'IRCAM, pourraient être l'État français, pourraient être Google, pourraient être un parti politique, bref, tout ce qui organise des groupes, y compris les Anonymous ou des organisations très éphémères, voilà. La Nuit debout, ça sont des organisations. Moi, je ne dis pas identité, je dis identification. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est pas ça que c'est un saut. Pour moi, il n'y a pas d'identité. Alors, je pense qu'en philosophie, il n'y a pas d'identité depuis Kant, puisque Kant, dans les paralogismes de la raison, a dit l'identité du moi, c'est une fiction que je suis obligé de produire, parce que sinon, je ne m'y retrouverai pas, en quelque sorte, en moi-même. Mais c'est une fiction, c'est une construction permanente. Je suis sans arrêt en train de construire une identité qui est en fait une fabrication. C'est ce que Nietzsche a extrémisé, radicalisé totalement. C'est ce que Proust aussi a raconté dans la recherche du temps perdu. Pour moi, c'est une des grandes dimensions de Proust, etc., etc. Mais par contre, il y a l'identification. Je ne peux pas me socialiser, me noétiser, devenir un être humain, ce qu'on appelle un être humain, si je n'arrive pas à m'identifier à ce que me lègue l'héritage culturel à travers mes parents, mes grands-parents, les figures identificatoires, héroïques, musicales, artistiques, narratives, les contes de fées, etc. Et tout ça, ça transmet des archétypes. Des archétypes, mais qui sont des archétypes qui sont... Alors, ils sont stables, eux. Ils ne sont pas identiques, parce qu'en fait, ils ne se présentent jamais. Donc, ils ne sont jamais identifiables, puisqu'ils ne se présentent jamais en tant que tels. Mais par contre, ce sont des structures que j'appelle, moi, c'est le dernier tome de La technique et le temps qui n'est pas encore paru, qui est prévu, j'espère, dans pas trop longtemps. C'est le 6e tome. C'est ce que j'appelle les structures atranscendantales. Pourquoi les appeler comme ça? Ça peut paraître un peu précieux. C'est parce qu'en fait, ce sont des structures qui ressemblent à ce que les philosophes ont appelé le transcendantal, mais elles ne sont pas transcendantales pour moi. Elles ne sont pas transcendantales parce qu'elles sont produites par l'empirique. Qu'est-ce que c'est que l'empirique là? C'est l'exosomatisation de la vie. Et c'est le fait que je sors de la vie animale et que j'entre dans une autre forme de vie, que j'appelle la vie noétique, qui est une vie qui transmet son expérience en fait. Son expérience vitale via les techniques. Et son expérience aussi de l'artificialité de ces techniques et des problèmes que ça lui pose. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je parle de structure atranscendantale? Eh bien, c'est parce que c'est toute mon ambition. En fait, j'ai jamais cessé d'essayer de poursuivre le projet Husserlien, c'est de décrire des structures qu'on retrouve toujours, même si ce ne sont plus les mêmes. On ne les retrouve jamais comme étant les mêmes, mais on retrouve toujours les mêmes structures néanmoins. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une structure, c'est jamais la même. Quand c'est toujours la même, elle n'a aucun sens, parce qu'elle ne produit pas de différence pertinente. Donc c'est la différenciation qui est pertinente. Mais il y a néanmoins une structure. Alors, cette structure, elle a un nom chez moi depuis très longtemps, d'ailleurs, ça fait plus de 35 ans que j'ai construit ce discours. C'est ce que j'appelle un idiotexte, et c'est une structure en spirale. Et elle n'est pas en spirale pour des raisons simplement anecdotiques, c'est qu'elle a beaucoup à voir avec la théorie de l'entropie et de la négotropie.
Et en fait, il y a très longtemps que j'ai ce projet. Et maintenant, j'ai attaqué c'est plus un projet, c'est un chantier. Depuis 1 an et demi à peu près, je reprends la théorie de l'entropie et de l'égantropie autrement. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les théories d'entropie et de l'égantropie, y compris en passant par les structures dissipatives de Prigogine qui ne sont pas véritablement négantropiques, contrairement à ce que Prigogine a parfois laissé entendre. Parce que pour moi, les négantropies, c'est le vivant. Okay. Un tourbillon, c'est pas vivant. Dans les structures dissipatives, c'est des tourbillons. Mais néanmoins, la structure dissipative, ce qu'elle a de proche du vivant, c'est qu'elle maintient une structure qui se déforme en permanence, mais quand même qui garde une forme. Et cette forme, ça s'appelle un archétype. Et donc, voilà, j'essaye aujourd'hui dégager des conditions élémentaires de la supplémentation organologique, voilà, qui sont, sans ça, il ne peut plus y avoir d'organologie. Voilà, c'est ça que j'essaye de